OK. 2 verres à disposition et on va faire un petit binôme Sicile. Voilà. Donc, on va démarrer par Tenuta delle Terre Nere, donc l'Etna, plein. Et puis, on passera sur Santa Cecilia, le Nero d'Avola. Donc, attention parce que dans les 2 verres, bon, il y en a un qui est plus grenat que l'autre. Mais donc, on fait un petit binôme Sicile de façon à aborder la Sicile de ses 2 grands côtés. Le côté un peu nouveauté, moderne, je parle toujours dans le sens du marché, qui est celui de l'Etna, et la partie, en revanche, Nero d'Avola, avec donc le cépage emblématique, qui est un peu comme le Grillo, peut apparaître en étiquette que si le vin est en appellation d'origine contrôlée. Donc, 2 facettes complètement différentes de vin sicilien, donc. Donc, on démarre par l'Etna, qui est un peu l'ancien et le moderne ensemble. L'Etna est donc ce volcan magnifique, un vrai terrain de jeu pour tous les volcanologues et pour tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu du volcanisme en général, puisque c'est un volcan très ancien qui a subi nombreuses phases différentes. Et à chaque fois qu'il rentre en éruption, voilà, tadam, c'est lui qui choisit la façon dont il veut se montrer. Donc, on a un démarrage volcan bouclier, ça veut dire un volcan qui vomit de la lave très fluide, que donc va s'étendre comme quand vous ouvrez un œuf. Vous savez, quand vous ouvrez un œuf dans une poêle, ben, il n'y a aucune tension, et il s'élargit de façon à former des couches plates et larges. C'est pour ça que la base du volcan est énorme, et la partie volcanique de base est vraiment très, très large. Ce que vous voyez là, en bleu, ce n'est que la partie vignoble. Considérez que le volcan donc, fait tout le tour. D'ailleurs, l'image de l'Etna, quand on voit des photos, rappelle étrangement le mont Fuji. Donc, un truc très large qui après grandit à pointe, mais donc avec des faldes très souples, très élégantes, très lentes. Et c'est vrai qu'effectivement, le vignoble s'installe entre 300 et 1000 mètres. Sur cette ceinture, qui est une ceinture assez intéressante. Donc, après cette phase de volcan bouclier, qui a donc rempli une base large et plate, la lave a changé, l'activité est devenue autre, et donc le volcan a commencé à bâtir un volcan cône qui continue encore de bouger. On a eu des éruptions boutonnières, on a eu des éruptions cônes de cendres, on a eu des éruptions d'ailleurs. Je ne sais pas maintenant parce qu'il n'arrête pas. Sa cime s'est fondue en 2. On a une fracture avec plusieurs bouches secondaires qui ne font rien d'autre qu'érupter en ce moment. Mais il y a eu un article sur lequel il disait l'Etna a dépassé les 3300 mètres. Donc, on ne sait pas exactement quelle est l'altitude de l'Etna. Il dépasse largement les 3000, mais on ne sait pas de combien de mètres, parce que ça dépend comment fonctionnent ces parties cendres, en effet, et sable volcanique. Donc, lorsqu'il forme un très joli cône, eh ben, ça fait une altitude un peu plus importante. Dès que ce cône se fracture pour laisser place à toute autre chose, eh bien, ça devient légèrement plus bas. Mais bon, ça, c'est aujourd'hui l'Etna. Heureusement, tout ça se passe à plus de 2600 mètres. Donc, les bouches qui éruptent sont à plus de 2008 actuellement. Donc, le vignoble, pour l'instant, entre 300 et 1000 mètres, vit sa vie tranquille, ainsi que les petits villages de l'Etna. Donc, pour l'instant, voilà. Les éruptions, pour les plus récentes, qui ont eu un peu à faire avec les constructions et la vie humaine, sont de 2003, certainement. 2001, 2003 2003 certainement, sur lesquels, d'un côté, il a arraché la route et les structures de remontée mécanique pour faire un peu de ski, pas trop non plus, et donc, et puis d'un côté, et puis 2 ans après, ou à peu près, c'est de l'autre côté. Donc voilà, on skie plus sur l'Etna. Non, mais on a toujours une funivie qui fonctionne et qui amène jusqu'à 3000. Donc, si vous voulez monter jusqu'au volcan, c'est encore possible, compatiblement avec les jets de projectiles directement des bouches éruptives. Mais vous aviez une question? J'ai vu une main. Les
Alors, i Monti Blei sont ici, sur le côté, et puis vous avez aussi ici les Madonie, et sont des montagnes calcaires. Okay? Donc, ici, l'Etna termine, le volcanisme termine, il y a une vallée, et de ce côté-là, par exemple, on démarre déjà avec une contrada qui s'appelle Montecolla, Franck Cornelissen en fait une très jolie cuvée, c'est déjà du sédimentaire. Donc ça, c'est la Sicile sédimentaire, avec Faro, Mamertino, donc des appellations qui sont en plein ressort, en plein retour, et Monti Blei avec donc le fameux cochon. Hein? Donc des châtaigniers, pas forcément des conifères. Les conifères sont plutôt sur l'Etna. On a même une bétule spécifique de l'Etna. Voilà. Donc, mais des montagnes qui arrivent tranquillement à 1002, 1003, donc des vraies montagnes. Monti Blei, c'est des montagnes. Les Madonie qui sont ici, Cefalù et donc les montagnes de l'intérieur, le plus haut est 1006. Donc la Sicile est loin d'être plate, d'accord? Une ville comme Enna, qui se trouve ici, est sur un plateau rocheux à 800 mètres. Donc, non, Sicile est pleine, c'est pas forcément. Okay? C'est pas une région plate, la Sicile. Mais bon, on n'arrive pas à ces fameux 3000 mètres de notre bouton sur la figure. Okay? On en a partout de vignobles. C'est peut-être aujourd'hui l'activité agricole la plus florissante. Il y a eu une baisse, par exemple, sous la génération de mon père, où les vignes avaient quasiment disparu. On faisait plutôt des légumes primaires. La Sicile avait un tout petit peu la même image qu'Almeria en Espagne, avec les serres blanches et donc ces voiles blanches dispersées. Il n'y en a plus une seule, puisqu'on n'est pas compétitif en termes de prix. Donc tout ce qui est primaire vient soit vraiment de plus bas, Israël, soit Espagne. Et la vigne, dans ces derniers 50 ans, a repris complètement ses droits. Et aujourd'hui, vous naviguez sur les parties vertes de la Sicile, parce qu'on a une partie Sicile intérieure qui a priori était des forêts, mais bon, les Grecs déjà, ils lui ont coupé la jambe et il n'y a plus été de verre. Donc c'est assez, les paysages siciliens sont assez particuliers. On fait un tout petit peu de blé à l'intérieur des terres. Donc l'été, c'est jaune, sec. Hein, et on a, bon, de temps en temps, des reliefs montagneux, voire des vignes. Parce que de vignes, il y en a, et aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Chacune avec ses spécificités. Donc c'est un peu ça. La partie plaine, bord de mer, c'est plutôt dédié au Nero d'Avola. D'ailleurs, donc, le vert plus grenin, c'est Etna, Nerello Mascalese. Le vert plus rubis, c'est Nero d'Avola, sur la zone de Noto. Donc, cette zone au sud de Syracuse, presque à la pointe. Voilà, nous sommes ici, sous des terres vraiment fortement calcaires, sur un lieu-dit qui s'appelle Buonivini. Si vous parlez italien un peu, ça signifie des bons vins. Voilà, hein, donc on sait bien. Donc, démarrons par l'Etna. Voici l'Etna sur cette carte que je ne veux pas que vous lisiez, moi non plus, avec toutes les éruptions historiques cadrées par analyse géologique. Mais ce qui est super intéressant, c'est vous montrer ce grand nuancier. Donc, ce n'est pas une couleur unique. La lave n'est jamais de la même conformation chimique. Donc, chaque éruption peut être individuée. Son taux de dégradation peut être mesuré et vous avez donc tout ce nuancier qui vous montre les grandes différences sur le sol qui sont présentes sur le volcan. Alors ici, ce n'est même pas une question de terre, c'est vraiment de vignes, c'est vraiment une question globale du volcan. On parle de volcan, on parle de terrain volcanique à l'intérieur d'un même secteur. Vu l'activité ininterrompue de plusieurs millions d'années, on a des différences dans la composition de la lave qui est déjà très importante. Assommée à son taux de dégradation, parce que la lave, une fois qu'elle sort du volcan, est totalement stérile. Mais parmi les roches qui se dégradent,
la lave est une des roches qui se dégrade le plus rapidement. Et donc la végétation reprend son cours sur une coulée de lave à quelques années de distance. Et c'est une chose qu'on ne voit pas ailleurs, sur d'autres roches, qui sont beaucoup plus stables. Voici la position des vignobles, qui va donc de sud-ouest à nord-ouest, puisque maintenant, on arrive avec des vignes un tout petit peu au-delà de Randazzo. D'ailleurs, on parle de plus en plus de Grenache, qui, à mon avis, sera la nouveauté prochaine, sur des vignes sud-ouest et sur des vignes nord-ouest, à la place du Nerello Mascalese. Parce que le Nerello Mascalese, et de 1, aime le volcan, et de 2, aime l'altitude. Donc, quand on commence à changer un tout petit peu de conformation géologique, mais aussi de climat, la Grenache, lui, va de près et c'est pas si mal ce qu'on fait sur des grenaches qui restent d'altitude, parce que la ceinture est toujours entre 600 et 1000 mètres. Donc voilà. Voici à quoi ressemble notre Etna. Voilà, la tête blanche, très souvent, et puis petit à petit, les différentes contrades. Puisque s'il y a une chose que l'Etna est en train de faire très bien, c'est véritablement une sélection de territoires puissante. Ça veut dire un zonage des crus. Aujourd'hui, on est à 256 contrades qui peuvent être donc clairement indiquées sur les étiquettes. Donc, une sorte de cru. En sachant que Rampante flirte déjà avec les 1100 mètres. Donc, ça, c'est déjà 1100. Okay. Et Porcaria, Chiappemacine, nous sommes à 600. Donc, ça, c'est le cadre des zones sur lesquelles. Et nous, on va goûter Guardiola. Voilà, cette photo me plaît parce qu'on a la parcelle donc, de Guardiola qui est autour des 900 et que vous avez dans le verre. Donc, c'est une mono-origine d'un lieu-dit précis, donc d'un cru, qui est donc la Contrada Guardiola et que vous avez dans le verre. Voilà, Tenuta delle Terre Nere, Marc de Grazia, qui est donc un importateur américain qui pendant très longtemps est tombé donc, déjà sous le charme de l'Italie et puis davantage de l'Etna et a investi donc sur des vignobles. L'Etna est terre des migrants. On a énormément de nationalités qui viennent s'installer sous l'Etna. La force du magnétisme volcanique, je ne sais pas. Mais on a des Japonais, des Coréens, on a des Anglais, on a des Américains, on a des Belges d'ailleurs, des Français. Donc on a un peu de tout. Voilà. Et l'Etna a ouvert ses bras à tous, chose qui en fait un très joli métissage et beaucoup d'énergie, puisque tous adhèrent à l'appellation Etna. Donc, c'est peut-être l'une des appellations qui a le moins de fuites dans le sens des IGP et qui est très intéressante, parce qu'il y a donc ce travail de vision très différente, de culture très différente, au service d'une situation traditionnelle qui porte l'Etna à être énormément très compétitif, très à l'avant-garde, très à la recherche d'une qualité. D'ailleurs, les prix des vins en ressentent tout de suite. Ça démarre haut. Quand je dis que la chose qui me rappelle le plus le Nerello Mascalese, ça sont les vins de Bourgogne, vous me direz, voilà, par sentiment, parce qu'il n'y a rien qui les unit. Hein. Ce n'est pas le même terroir, ce n'est pas les mêmes altitudes, ce n'est pas le même cépage, ça ne se comporte pas de la même façon. Mais quand vous buvez Nerello Mascalese, la première chose qui me vient en tête, c'est les rouges de Bourgogne. Et bien, d'autre côté, je me dis que la comparaison fonctionne même par rapport au prix. Non, pas vraiment. C'est moins cher. Mais quand même. Donc voilà, on peut mettre le nez dans notre Contrada Guardiola. Donc, nous sommes sur des vignes plus que centenaires. Beaucoup sont francs de pied, puisque l'Etna a une texture sablonneuse, que donc ne convient pas trop au phylloxéra. Donc, l'Etna reste un endroit sur lequel des vignes francs de pied sont encore possibles, présentes et sur certaines, même très anciennes. Donc, à plus de 100 ans, comme c'est un peu en ce cas. Le Nerello aime l'altitude, mais c'est un peu une histoire d'amour, je t'aime moi non plus, lorsqu'on flirte avec les 1000 mètres. Donc, acidité élevée, mais aussi une petite forme
de cru dans les extractions tanniques. Vous me direz. Voilà, c'est un peu l'idée. Fait à la bourguignonne, donc macération sur 10-15 jours d'infusion et puis par la suite, élevage en fût de chêne à la bourguignonne. Donc, véritablement sur le chemin qui est un chemin de vinification bourguignonne pure et dure. Voilà. On y va? Hop. Bon, on fait l'onerello, comme ça on y va doucement. Ça te va? Oh, tu veux faire les deux? Allez, on fera les deux. Non, mais moi, on m'a... Vai. Je fais le premier d'abord. Forza. Ça marche. Alors, on est en présence d'un vin rouge. Un vin rouge à la robe Grenat. Grenat qui n'est pas encore très foncé. On est sur un entre-deux. On a un disque qui est quant à lui déjà légèrement évolué, qui pourrait tirer sur une légère brique. Instabilité colorante, comme on a vu sur le Nebbiolo, comme on rencontre parfois sur les Pinots noirs. Il est clair, assez limpide, il a une belle brillance. Les larmes sont présentes et assez éparses tout le long du verre. Premier nez. Premier nez, on a déjà une certaine aromatique qui commence à se dévoiler, une aromatique autour des fruits rouges. Notamment, on va avoir cette cerise bien mûre, ce côté cranberry séché. On a aussi un peu de fraises écrasées, je dirais, des choses comme ça. Vraiment celles qu'on a laissées presque un peu au soleil en fin d'après-midi. Le deuxième nez. Sur le deuxième nez, moi je perçois aussi d'autres arômes, des arômes un peu plus discrets, mais très évoquants. Moi j'ai une légère touche chocolatée qui, je pense, vient du vieux bois, justement, dû à l'élevage. Aussi, mais aussi une légère touche légèrement de graphite, enfin quelque chose d'assez minéral qui rappelle justement ce terroir volcanique. Côté caramel, mais bizarre, ça a une note caramélisée, mais pas forcément sucré. Ça a ce côté, quand la confiture colle sur le fond de la casserole, voilà. Ça donne cette sensation comme ça, un peu, entre brûlé et caramélisé. C'est tout à fait le volcan, ça. Ça vous permettra de reconnaître l'Etna. Ça, c'est la signature des aromatiques de l'Etna. Je me permets de faire la bouche. Bah, je t'en prie. Alors la bouche, je la vois vraiment assez synonyme du nez. C'est charmeur, ça donne envie d'être bu. Et c'est un vin qui est très bon, on peut le dire. Sur la bouche, l'attaque, elle est présente, mais sans être trop franche. Moi, je trouve qu'on arrive d'abord vraiment sur le fruit. C'est ensuite vraiment qu'on a de nouveau ce côté de fruit très mûr, ce côté vraiment prenant. Moi, j'ai vraiment ce côté cerise. J'ai presque même encore un peu le noyau avec les tanins qui arrivent quand on les décortique, les premières de la saison. C'est très joli. La fin de bouche, ensuite, aussi étonnant que ça puisse paraître, on a cette acidité et on a aussi ce côté tannique qui va donner une légère astringence, je trouve, même s'il n'y a pas eu même s'il y a eu que du vieux bois, ça colle vraiment au niveau de la gencive. Ça reste très joli. C'est un vin qui est plaisant, c'est un vin qui demande aussi des accords dignes de ce nom. Moi, je partirais sur un accord qui ne serait pas forcément entièrement en rapport avec l'aromatique de ce vin, mais je trouve qu'il se marierait bien avec. Ce serait une poularde. Une poularde notamment sur suprême, travaillée un peu à la façon d'Alain Ducasse sur certaines de ces choses. C'est-à-dire que c'était mon ancien chef, Grégory Garimbec, qui le préparait ainsi, avec une salade romaine flambée, par-dessus un peu de lardo des colonnata, quelques capres et anchois, et surtout le jus de la viande qui va en fait créer... alors, perçu comme ça, on se dit il y a beaucoup de choses, ça risque de rester en contraste, mais je suis persuadé qu'on va avoir un équilibre qui va se former quand on prend vraiment le tout. Ce qu'il faut, c'est un plat qui doit se manger dans son entièreté, un peu comme une salade César revisitée. Moi, je le verrais vraiment là-dessus. Température de service, 14,5, 15 degrés, je pense. Ça dépend. Si tu veux mettre en évidence l'acidité, oui. Si tu le veux un peu plus rond et plus confortable, ouais, autour des 16. Parce que rappelle-toi, plus tu le sers froid, plus l'acidité et le rugueux des tanins apparaît.
Plus tu le sers chaud, plus tu l'élargis, le rends gentil et tu pommades un tout petit peu ce rustique. Donc c'est toi qui joues sur ce que tu veux et ce que tu cherches, bien évidemment. Et le temps de garde, c'est des vins qui, de par leur terroir, de par aussi les vieilles vignes, c'est des vins qui sont très concentrés, qui sont très jolis à boire, mais qui peuvent se boire aussi. On peut acheter une caisse de 6 bouteilles et puis découvrir cette caisse et toute son aromatique au fur et à mesure de la vie même du consommateur. Oui, je suis d'accord. C'est le même piège du pinot noir. On se dit, le pinot noir, acidité élevée, fruits, ça reste evergreen, ça évolue pas. Et après, on retrouve des bouteilles. Là, dans 30 ans, on peut la réouvrir. Là, il y a des choses qui seraient magnifiques. Ouais. Non, c'est pour ça que ça me rappelle étrangement le pinot noir dans sa façon pour moi, de l'appréhender quand je le déguste. Voilà, il n'y a rien. On vous a mis, par exemple, dans le cahier, plein de suggestions à la fin. Mais ces suggestions sont des suggestions de dégustation, pas du tout des similitudes réelles et réalistes liées ni au cépage, ni à la structure, C'est un peu dis-moi ce que tu bois et je te dirai là où tu peux aller en Italie sans être dessus. Si quelqu'un vous dit j'adore le pinot noir de Bourgogne, ouvrez-lui une Etna, alors peut-être il trouvera un tanin un peu ferme. Quoique, les Bourgognes sous des millésimes froids, un peu tendus comme 13, n'ont pas non plus des tanins ultra gentils, ont toujours cette pulsation un peu verte en bouche qui est assez typique aussi des Nerello Mascalese. Mais dans la façon globale dans laquelle je le vois, et même en accord mes vins, et même dans l'éventail qu'ils développent en devenant vieux et tertiaire, dans le maintien des fruits tout étant un vin mature, moi je m'y retrouve en plein, je suis plein pot dedans dans la Bourgogne, ça sans problème. Et même dans l'interprétation de chaque vigneron. Vous allez sous l'Etna, la même contrade peut être vinifiée par plusieurs vignerons, puisqu'une contrade est très souvent partagée, ce n'est jamais un monopole. Donc vous pouvez boire Guardiola fait par d'autres, et bien vous verrez comme en Bourgogne, l'interprétation personnelle de chaque vigneron apparaître dans la bouteille, tout étant le même millésime, le même lieu-dit. Donc sur ça aussi, cette comparaison à la Bourgogne, mais extrêmement utile, je dirais, pour vous montrer où on est l'Etna actuellement et où il est en train d'aller. Je ne sais pas, moi je serais partie aussi sur des volailles un peu pigeon, alors je sais que ça peut choquer quelqu'un, moi j'aime bien ce côté-là, j'aime bien le foie, un foie de veau avec ça fonctionne vraiment très bien. Le côté sanguin et le côté en revanche fruité, hyper délicat, fonctionne très très bien. D'autres suggestions? Maillet de canard. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une sauce à l'ail des ours. Ouais, ça peut fonctionner. Ouais. Un piment d'Espelette. Même un peu de paprika. Il n'a pas peur du paprika, le Nerello Mascalese. On y fait souvent du poulpe ou des calamars, mais avec donc ces notes un peu piment, paprika. Alors attention, c'est des vins qui peuvent avoir des degrés d'alcool légèrement soupçonnés, surtout en bouche. Donc attention au piment et à tout ce qui est pimenté, puisque alcool plus relevé piquant, c'est toujours difficile à maîtriser. Au bout d'un moment, il faudra arrêter, soit de manger, soit de boire. Mais si vous restez que sur l'aromatique des piments, et donc c'est pour ça que je pense à Espelette et à la paprika, vous accédez à l'univers aromatique sans en hériter immédiatement la force urticante du contexte piment, en effet, qui fonctionne bien. Par rapport à la palette aromatique que vous avez posée ici, tout ce qui est tapis de forêt, champignons, réglisse, est-ce que là on... Ouais, voilà, justement, parce que c'est tertiaire, là, bien sûr. Jeune, toute justement. la partie champignons et tapis de forêt arrive véritablement avec l'âge. C'est comme sur les vieux pinots, en fait. De même. Ça peut être aussi une question de lieu, également, comme pour les pinots. On sait très bien que, par exemple, la côte chalonnaise accédera aux tapis de forêt et aux sauvages, comme Nuit Saint-Georges, plus facilement que Gevrey ou Chambolle, que techniquement pourrait ne jamais y arriver. Voilà. Moi, ça me rappelle beaucoup, quand même, côté chauvin, mais les pinots alsaciens, mais sur des schistes ou des choses comme ça, des choses très profondes. Ça me va bien. Je suis tout à fait d'accord. Le schiste forme des vins assez fermés au départ,
Je pense notamment au schiste d'Albé, un domaine Ouais. comme Bonne, par exemple. Oui, voilà. Des pinots au départ assez fermés, assez clôturés. Mais c'est parce que vous retrouvez cette note aussi caramélisée que la Bourgogne n'aura jamais. Et c'est ça. pour ça que c'est une vraie signature. Cette confiture collée sur le fond de la casserole, la Bourgogne, oui, peut-être sous des années encore plus chaudes si les vignes prennent vraiment un coup de soleil. Mais pour l'instant, on est loin de la caramélisation, ça c'est certes. C'est pour ça que ma comparaison arrive à des limites qui sont des limites climatiques, Oui. de cépage. Mais si je parle sur un environnement général, je mets en bouche et j'y pense pas. Si j'aime la Bourgogne, j'accepte volontiers l'Etna. Ça c'est définitif. C'est parfait. Yep. Si le vin m'intéresse, pas de piment. C'est ma façon de gérer la question. Si en revanche, voilà, j'ai un plat qui m'intéresse particulièrement et je dois trouver de vin, je réduis les budgets. Deuxième, ça c'est mes petites, comment dire, ça c'est un peu la mathématique de grammaire sur laquelle on va au plus juste. Si je veux l'un et l'autre, parce que je suis une femme et donc je veux bien les deux. Alors techniquement, où vais-je? Moins d'alcool. Parce que l'alcool est la première chose qui explose lorsque vous avez une bouche bien énergique et bien mouvementée. C'est plus facile pour les blancs puisque l'effervescence et le petit résiduel de sucre qui passe par là sont des bons extincteurs. Ça paraît bizarre, mais le gaz carbonique vraiment diminue la force de l'action d'épices relevées. Gingembre, wasabi et tout ce qui peut être une épice fortement relevée, même le réfort, mine de rien, vous vous retrouvez pas si mal avec un bon coup de gaz carbonique qui passe par là. Donc crément, champagne, voilà. Pas forcément de zéro dosage, mais avec un léger dosage. Donc les versions brutes fonctionnent pas si mal que ça. Des vins qui sont pas tout à fait secs fonctionnent donc parce que le sucre est aussi un agglutinant de salive, chose qui fait que vous tarissez la force et l'énergie du... D'ailleurs, pour sortir un tout petit peu du monde du vin, avec un vrai poulet tandoori, une belle bouteille de cidre fonctionne vraiment pas mal, je peux vous assurer. Degré d'alcool bas, vous avez une mâche et un côté résiduel plus gaz. Les arômes de pommes, de poire, de fermentation fonctionnent hyper bien avec l'écurie et avec les épices tandoori. Franchement, on s'était régalé. C'était une petite découverte de ce fait. Bière également, fonctionne pas si mal. Plus difficile lorsque vous avez des épices piquantes sur de la viande et sur du rouge. Parce que les rouges effervescents fonctionnent jusqu'à un certain point. Pourquoi pas? Alors, je sais que ça m'avait toujours interloqué cette histoire de... Alors, sur Les Gouttes de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée, ça fait déjà quelques années, il proposait du primitivo sur des plats fortement relevés, en harissa ou en épices piquantes. C'est sûr que les tanins ne sont pas forcément très à l'aise avec le piment et que donc des vins à la bouche ronde et éventuellement légèrement off-dry, pas tout à fait sec, ont cette patine qui clôture. En étudiant les cartes des restaurants indiens, alors s'il y a une cuisine sur laquelle les amers, les épices et les piquants se font rapidement voir, c'est notamment les restaurants indiens. La plupart des rouges proposés, c'est des rouges jeunes, fruités, peu tanniques, peu alcooleux. Chose qui reste un tout petit peu dans ma corde. Ça signifie, bah oui, on essaye de jouer avec des jus de fruits fermentés, pas trop, de façon à fonctionner sur. Techniquement, si le rouge que je sers m'intéresse, j'ai tendance à vouloir diminuer un peu la force du piquant. Parce qu'autrement, il y a un moment sur lequel il faudra arrêter. Voilà, soit de manger, soit de boire. J'ai mangé hier Saint-Jacques avec un piment coréen de Subaru. Justement, j'ai discuté avec le chef et c'était intéressant parce que moi, on a fait un accord sur un vin d'Autriche, un blanc Frankish super léger, un petit peu trop nature avec
Ouais, vous allez chercher gaz et sucre, très souvent. Et puis, un excès de fruits, parce que même si l'épice vous l'endurcit, puisque c'est un peu ça, ça étrique un peu la bouche, donc ça ferme un tout petit peu vos récepteurs aromatiques. Si le vin en a à vendre, il va quand même essayer de sortir son épingle du jeu. Et donc, c'est comme ça. C'est sûr que des rouges structurés, tertiaires, élevés en fût de chêne, fort tanniques, avec le piment, c'est fini. Hein. Ça, au revoir, merci. Vous jetez à la poubelle votre argent et voilà, vous faites plus vite. Voilà, donnez-lui feu, ça donne plus de satisfaction de brûler ces banconotes dans l'évier plutôt que de mettre un vin pour lequel vous avez attendu le moment idéal sur vraiment des bouches très, très, très épicées. Votre vin passe complètement inaperçu et vous dites « Ouais, mais mes copains n'ont rien compris, j'ai sorti ma super bouteille, etc. etc. » Bah oui, mais les pauvres, avec un plat comme ça, c'est compliqué de donner un peu d'intérêt ou même juste d'avoir des récepteurs ouverts pour le vin que vous avez choisi. Ça, c'est certes. Oui? Alors, attention, en fait, la différence entre épices et piquant. Hein. Sur l'épopée de l'épice, autant qu'agrément aromatique, je suis ouverte à plein d'expériences. Et c'est le piquant qui me gêne parce que ça serre et ça étrique vos récepteurs. Vous êtes dans un état d'alarme qui donc vous empêche vraiment d'être relax dans la dégustation. Les deux, en général. Vous avez des plats, c'est un peu comme la cuisine thaïlandaise, sauf que les Thaïs, vous vous en sortez avec les blancs, plus qu'avec les rouges. Il y a beaucoup plus d'épices et de plats qui iraient avec des blancs. Et donc, avec les effervescents, avec, par exemple, les restaurants thaïs ont plein de vins d'Alsace en carte. Parce que très souvent, des Gewürz ou même des Riesling avec quelques grammes de sucre fonctionnent très, très bien sur les nages thaï, les gingembres, les épices un peu relevées. C'est le rouge piquant. C'est vraiment le côté viande pimentée, harissa, ndouille à calabraise qui est mortelle. C'est ça qui est probablement le plus difficile à gérer en voulant chèvre et chou. Hein. Toujours en voulant chèvre et chou, bien évidemment. Parce que les épices, très souvent, forcent sous les amertumes. Donc, il faut faire attention à cet enchevêtrement qui porte à des pointes amères assez fortes, mais sur lesquelles, par la suite, vous arrivez à vous en sortir alors avec des vins plus gras, plus ronds, pleins, très aromatiques, très riches. Alors là, il n'y a pas de problème. Dès que vous ne rentrez pas dans le piquant, sur les épices, on s'en sort. Tout le temps. Il y a solution. C'est le piquant qui est un peu difficile à gérer dans l'intérêt du vin. Hein. Moi, je parle toujours dans l'intérêt du vin. Si le vin ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Vous avez ma bénédiction. Le piment. Prenez le piment et mettez-le en bouche. Vous savez que même dans la cuisine mexicaine, on a fait un très joli menu avec la cuisine mexicaine et 6 types de piments différents. Sauf que si vous commencez à explorer la Scoville, dès que vous avez un piment comme l'habanero à 400 000, franchement, il n'y a pas de vin là. Il n'y a pas de possibilité. Donc c'est un peu ça le problème. OK, donc, ça nous va le Nerello? On est bon? OK, donc ça, c'est les vignes. Vous voyez bien la texture sablonneuse de ces terres qui sont vraiment comme des monticules de plage, voilà, comme ça. C'est exactement ça, donc une grosse texture, mais qui n'empêche pas qu'il y a une fertilité impressionnante. Donc, ça paraît pas, ça c'est vraiment un visage un peu été abondante, mais voilà, à la fin, dès qu'il y a un peu de pluie, tout devient vert, tout devient définitivement florissant, il y a des fleurs, des fruits. L'Etna est vraiment un endroit béni pour l'agriculture, en ce sens. Terrassé, donc ça c'est Guardiola, avec donc des vignes en terrasse, puisque bah oui, on peut avoir des nivellements sur lesquels, murs à sec, et puis construction de terrasses
pour pouvoir abriter la vigne un peu partout. Et voici encore voilà, des flous, des pentes et l'Etna, toujours en gardien de toutes ces vignes. Et du coup, on se déplace à Noto. Donc ça, c'est la zone sur laquelle on se retrouve pour le Nero d'Avola, qui est né donc sur un assemblage 100%. Donc nous sommes ici, sur les terres justes donc, de Noto. Nero d'Avola. Avola, c'est une commune. Alors, on ne sait pas pourquoi on l'a appelé d'Avola. Techniquement, il a un autre synonyme qui est le synonyme calabrese, qui en italien signifie provenant de Calabre. Mais on n'en a pas un seul pied en Calabre. Donc, tout d'un coup, on n'est pas super sûr que Calabrese ne vienne pas de Calaurisi et donc de nouveau quelque chose qui a à faire avec Avola, parce qu'Avola dans le dialecte se dit Aula et donc Aulisi. Bon, peu qu'importe. Peu importe, le berceau de ce cépage reste véritablement la pointe sud-est de l'île. Un cépage que donc change complètement de caractère, déjà d'emplacement. Bord de mer, calcaire, terre blanche, résiste très très bien à la chlorose, résiste à la sécheresse, donne des vins qui ont tout un autre profil. Sa caractéristique est l'acidité. Malgré le fait qu'on le trouve donc dans des régions chaudes, garde toujours une bouche très droite avec des pH bas. Toujours toi? OK. Dai. Et donc, on est prêt pour la comparaison. Vas-y, dis-moi tout. Une robe qui sera plus vers le rubis foncé, avec un disque que moi je qualifierais au léger reflet magenta. Ouais. Au niveau de sa limpidité, c'est aussi un peu plus clair, je le trouve aussi plus clair. Il est tout aussi brillant et les larmes sont aussi présentes et assez éparses sur le verre. Au niveau du nez, le nez c'est un peu plus différent. On a moins, je trouve, ce côté austère qu'on a pu pourtant retrouver, mais c'est qui faisait le charme du vin de l'Etna. Mais là, on sent qu'on est redescendu en altitude, qu'on est quasiment à ras du sol. On est sur nouveau ces fruits, des fruits qui sont mûrs. Moi, je suis de nouveau sur une grosse cerise, presque cette fois-ci une Bigarro plutôt. J'ai aussi une autre aromatique, plus bourgeon de cassis. Avec ça, on a aussi un léger cacao, le cacao un peu comme le cacao blanc, je trouve. OK. La cabosse, du moins, enfin cet esprit-là. Un peu grué ou un peu plus grué, exactement, oui. Peut-être plus dans cet esprit-là. Ce léger côté, en fait, qu'on met aujourd'hui dans la famille plutôt empyromatique et torréfaction, mais qui... C'est un peu un mélange, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, vous voyez ce que je veux dire. Sûr que ça vienne de la chaleur, quoique nous sommes sur un vin élevé en fût de chêne. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est 14 mois, 10% de bois neuf, donc nous sommes vraiment sur un élevage à la française. Je vais faire la bouche, vu qu'on reste dans la comparaison, je casse un peu le code du premier. Ça me va très bien. Nez. Alors la bouche, c'est une bouche qui est tout aussi charmeuse, j'ai envie de dire. Ça reste, je trouve, si on devait prendre sur le commun des mortels, quelque chose qui est plus accessible par rapport à un monde de l'Etna. C'est quelque chose qui parle et c'est aussi ça qui fait le succès actuel du Nero d'Avola. On est sur un fruit rouge, la feuille de tabac séchée aussi. On a aussi cette acidité qui est marquée sur le milieu, sur la fin de bouche, qui aussi assèche légèrement, mais ça c'est aussi dû au cépage et au climat et c'est léger tanin. Mais moi je trouve qu'il y a une dernière sous-note, vraiment sur la fin de la bouche, qui réveille et qui est due justement à ce faible pH dont vous avez parlé. C'est un côté léger poivre de Timut, vraiment là-dessus, ce côté très salivant de fin de bouche qui rappelle vraiment ce côté poivre de Timut. Un accord avec ça, c'est un vin qui est à la fois très accessible, mais où il y a une pluralité d'accords, et là, sur l'accord, il faut essayer de mettre en valeur le vin. Moi, je serais parti sur une viande tendre, un onglet de bœuf, travaillé
cette fois-ci avec peut-être une sauce légèrement à la cerise, mais pas trop, pas assez. Par-dessus, on peut justement mettre des bourgeons de cassis séchés qu'on peut utiliser sous la forme de poivre. C'est très joli et ça se marie très bien. Et en accompagnement, je mettrais quelque chose j'ai envie de rester sur cette légèreté quand même du Nero d'Avola et tout simplement le mettre avec sûrement une salade frisée ou quelque chose vraiment. Et on sent au bord de la plage, ce serait dommage de casser le tout. Voilà. Ok, ça me va. Je vous rappelle que le Nero d'Avola est l'un des cépages élus historiquement pour les rouges qui tachent. Donc, vinifié un peu lourdement, ça donne des vins très forts en alcool, extrêmement colorés et tanniques, que grâce à son acidité, faisait des vins de coupage historiques. D'accord? Donc, le Nero d'Avola est parti en camion-citerne par hectolitre complet. Okay? Bon, on le redimensionne, on le rend plus élégant, on essaie de le recadrer dans son débat, on en fait des choses plus ou moins légères, plus ou moins structurées, plus ou moins élevées. Le Nero d'Avola se prête à plein d'interprétations différentes. On l'a toujours adouci par des cépages complémentaires, le Frappato dans la zone de Ragusa, le Nocera dans la zone de Mamertino. Aujourd'hui, grâce effectivement aux techniques œnologiques modernes, on est capable de faire du Nero d'Avola un cépage à part entière, qui donc brille de lui-même. Je dirais que c'est un peu l'emblème de la Sicile. Ce qui me surprend, c'est toujours son acidité ferme et vivace, malgré le fait qu'à pied, ce n'est pas la parcelle la plus facile à rejoindre à pied, mais bien fâché en vélo, en 10 minutes de la plage et en maillot de bain, vous êtes dans les filaires de cette vigne. Donc c'est vraiment au bord de mer. Donc, excessive chaleur parfois, c'est des raisins qui prennent des pointes de 40 degrés. Mais le Nero d'Avola, il y va tranquillement. Ce n'est pas un cépage trop précoce, sa maturité est lente, sa construction phénolique importante et constante, malgré parfois de la sécheresse. Il réduit le nombre de grappes, il réduit le volume de ses graines, mais il se comporte, si bien traité, très bien. Souvent vinifié en alberello, ça veut dire vraiment donc, cette plante coiffée dans laquelle on protège donc, les grappes à l'intérieur. Et c'est donc un grand compagnon du calcaire. Donc, cette sensation, parfois salée par rapport à la présence, par exemple, de sel, de gypse dans la terre, qui permet donc de développer des bouches légèrement plus salées. C'est vrai, le Nero d'Avola, on en trouve différents clones selon où nous sommes et différentes structures selon effectivement la situation dans laquelle le vigneron se situe. A été pendant longtemps donc, un cépage d'assemblage. Cette cuvée, par exemple, est née avec une pointe de Cabernet Sauvignon, est née avec donc, des cépages complémentaires. Et petit à petit, comme une évidence, le Nero d'Avola s'y est imposé par lui-même. Donc, à partir de déjà 5 ou 6 ans, il est 100% Nero d'Avola, donc sans changer un iota de l'étiquette. Mais si vous trouvez des bouteilles qui ont 10 ans, sachez que vous trouverez plutôt des assemblages avec donc, des cépages internationaux qui étaient censés promouvoir, voilà, donner un kick à ces cépages autochtones tels que le Nero d'Avola, qui aujourd'hui, en revanche, se construit par lui-même, avec un joli zonage, surtout dans cette zone-là, donc sous des appellations comme El Oro, comme Noto, et avec donc des lieux-dits qui apparaissent en étiquette, comme parfois dans le cadre de nouveau du mot contrada, que donc en italien et notamment en Sicile signifie lieu-dit cru. Voilà, donc avec donc ce zonage très, très important qui donc est mis à disposition. Ok, on ne bouge pas trop et on remonte un tout petit peu et on va en Basilicate. Voilà, hop, avec l'Aglianico. Donc, on a évoqué l'Aglianico. Bon, je vous montre les vignes. Vous voyez les routes blanches, blanchissimes, mais aussi les sols. Vous voyez les hauts de croupe qui deviennent véritablement blancs. C'est vraiment ce calcaire pur qui affleure. Alors, j'ai du mal toujours à mettre des vins secs en frottement avec les sucres, puisque considérer que les parties amères et acides remontent grandement.
Je voyais presque plus le primitif, qui est un peu plus bas d'acidité et qui est un peu plus indulgent par rapport au Nero d'Avola. Soit vous avez des versions sucrées. Ouais, mais le sucre vous massacre, ça fait massacre à la tronçonneuse. Essayez, ça ne mange pas de pain. Essayez, vous verrez, le vin est totalement déformé par le dessert. Si le vin ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Mais si le vin vous intéresse, évitez de charger votre plat de sucre, puisque le vin ne supportera pas ce traitement. Vous éteignez le fruit et vous forcez sur les amers et les astringents. Donc, vous avez un vin qui se déforme complètement. Bon, si on commence à parler de pâtisserie moderne et de taux de sucre très bas, on peut jouer. Mais quand vous me dites dessert, moi je pense toujours à de la pâtisserie dans laquelle, bon an ou mal an, on ajoute des sucres. Dès que vous ajoutez des sucres, je suis morte. Mes vins deviennent durs, deviennent fermes, deviennent peu agréables. Alors si vous voulez présenter ces vins à quelqu'un, par exemple, qui ne les connaît pas, vous avez perdu votre carte. Restez sur... le sucre n'est pas un copain. Voilà. Hein. Méfiez-vous des sucres dans l'accord mes vins. Non. S'il n'est pas sucré lui-même, c'est niette. Ah, si vous prenez un chocolat 100% cacao, alors oui, 0% sucre, bah ouais, vous êtes dans un cadre sur lequel ce n'est plus un dessert en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dès que vous travaillez avec les sucres et donc vous faites de la pâtisserie, on est mort. Vous verrez, essayez, franchement. Rien n'est mieux que l'expérience pratique. Faites-la, l'expérience. Et moi, je trouve que si vous regardez ça dans le point de vue du vin, vous avez déformé le vin. Et donc, moi, je ne peux pas permettre ça. Comme moi, je présente des vins, je ne peux pas permettre que les vins que je présente soient déformés. Donc, je suis assez exclusive dans les accords. Moi, je vous alerte sur où on va en termes de danger. C'est possible de le faire. Tout est possible dans la vie. Pour moi, vous déformez le vin. Après, je vous dis, tout est possible dans la vie. Et vous trouverez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'adore ça !» Mais pour moi, vous déformez les vins. Et donc, de mon point de vue, je me mets en paladin des vins, puisque c'est la partie faible du couple alimentaire. Je me mets en paladin des vins. Pour défendre les vins, pas de sucre. Vraiment, c'est peu de choses comme pas de vinaigre. Vous pouvez le faire, mais vous diminuez l'élégance et la finesse du vin. Et de la même façon, vous endurcissez le vin, vous lui faites des pointes amères qu'il n'a pas naturellement, et vous éteignez sa puissance aromatique. Ça, c'est net dès que vous mettez des sucres. Immédiat. Vous verrez. Faites-les. Ce n'est pas dit que ça ne plaise pas. Mais si je dois défendre le vin, je ne fais pas ça. Je n'y vais jamais. Je ne vais jamais au sucre, moi. Je trouve que... Non. Non. Comme je ne mets jamais de champagne brut au 0 dosage. C'est un truc qui me troule la cervelle. Parce que ce n'est pas assez sucré et vous faites ressortir du champagne des côtés métalliques que le champagne n'a pas. Il ne mérite pas ce traitement. Franchement. Si, mais si quelqu'un ne connaît pas le produit et vous voulez le présenter, et vous lui présentez de cette façon, vous êtes sûr qu'il ne l'achète pas. Vous me direz, au restaurant, il l'a déjà acheté, donc on s'en fiche. Mais bon, hein, c'est une vision un peu sommaire.